Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre dans ce jour sur ce plateau pour toute votre émission Rencontre et Échange, l'émission débat de la semaine, l'émission politique sur l'état santé. Et donc, il y a beaucoup d'événements ces derniers temps avec tous les mouvements sociaux, ces mouvements de rue que l'on constate depuis le 19 août dernier. Pour parler de cela avec en toile de fond les réformes constitutionnelles institutionnelles, notamment le retour à la Constitution de 92. Et qu'est-ce qu'il en est et que faire, comment sortir de la crise. Cette semaine encore, il y a eu des manifestations à Lomé, à l'intérieur du pays. Pour en débattre, je reçois pour vous M. Jean Yorobi Degli, il est président du mouvement Bâtir le Togo, il est aussi défenseur des droits humains. Et c'est avec lui qu'on va réfléchir sur ces questions, notamment cette Constitution de 92, qu'est-ce qu'elle comporte de précieux pour qu'on réclame son retour. Merci Maître dans cette invitation. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Delta Santé et salut à tous les téléspectateurs. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler d'abord de ces derniers événements. Cette semaine qui s'achève a été marquée par d'importantes manifestations de contestation de rue avec tout ce qu'on sait comme répression de la part des forces de l'ordre et de sécurité. Mais qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Quel constat vous faites de la situation actuelle de la situation sociopolitique de notre pays? Les événements de ces derniers temps m'inspirent de la tristesse, énormément de tristesse. Je ne pensais pas que les Togolais, après 2005, arriveraient encore aujourd'hui à être dans ce genre de situation, mouvement, répression et surtout, le plus dangereux, apparition de milices. Pour moi, c'est triste. Alors ça s'est avéré qu'il y a effectivement des milices. Ce n'est pas que ça s'est avéré. Oui. Le ministre de la Sécurité même a dit, sinon a admis qu'il y a les milices et puis a expliqué ces milices, ce que je trouve extrêmement grave parce que s'il y a des milices d'autodéfense, des gens, comme il dit, qui s'organisent pour la défense de leur quartier, ça veut dire que les forces de sécurité ne sont pas capables de faire leur travail. Dans un autre pays, si le ministre de la Sécurité reconnaît qu'il y a des groupes qui se sont organisés en groupe d'autodéfense dans son pays, il doit démissionner. Ça veut dire qu'il a été incapable. Mais bon, au Togo, ça passe comme si c'était quelque chose de tout à fait normal parce que ces milices d'autodéfense, aujourd'hui, soutiennent le régime en place. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs morts depuis le 19 août. Or, si j'ai bonne mémoire, j'étais encore exilé à l'époque. Le président de la République avait dit plus jamais ça. Et nous revoyons exactement la même chose dans ce pays. On a l'impression qu'une fois que le pouvoir est contesté, eh bien, toutes les violations des droits de l'homme, toutes les brimades, et tout est possible et tout est accepté. Autant je condamne les violences de la part de l'opposition et des manifestants de l'opposition, notamment ce qui s'est passé à Sokoré le lundi dernier avec l'arrestation de l'imam Djobo. Autant je condamne la violence qui est une violence institutionnelle ou une violence officielle. Donc, il y a aussi également la violence de la part de l'opposition, des manifestants de l'opposition. Mais oui, puisque le lundi dernier, lorsque on a arrêté l'imam Djobo à Sokoré, la nuit, les jeunes ont brûlé plein d'infrastructures. Sokoré est une ville qui n'a pas grand-chose. Nous reprochons à nos dirigeants de ne pas construire déjà assez le pays. Et le peu d'infrastructures que nous avons, à chaque fois qu'il y a une manifestation, on s'y attaque, on brûle, de la même manière que les manifestations qui ont consisté dernièrement à empêcher certaines personnes d'aller faire leurs activités, d'aller vaquer librement à leurs activités, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas, parce que nous, on a envie de manifester, ou bien nous, on a envie d'être dans la rue, empêcher les autres d'aller travailler. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est triste. Vous pensez qu'une manifestation de l'opposition peut ne pas concerner tout le monde, vu ce qu'on réclame, qu'il y a une partie des Togolais qui peuvent vaquer les occupations pendant que d'autres sont dans la rue pour demander un mieux-être pour le pays? Vous savez, oui. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous dites que vous revendiquez un mieux-être, vous le revendiquez, certains ont déjà le mieux-être. Vous avez vu des gens manifester dernièrement pour dire « touche pas à ma paix ». Vous savez ce que c'est que la paix? La paix est une disposition d'esprit et une sérénité déterminée par le fait que vous avez la possibilité de revendiquer, de manifester, de vous fâcher, mais que vous ne vous fâchez pas parce que les circonstances ou les conditions ne se présentent pas. OK? Parce que vous êtes à l'aise, vous êtes satisfait et vous
vous ne vous manifestez pas autrement, vous ne manifestez pas de colère, vous êtes serein, vous êtes tranquille. C'est ça la paix. La paix, ce n'est pas quand j'ai le bien-être que je vous en prive et que vous ne pouvez pas dire non. Vous êtes obligé de dire oui. Vous savez, le oui n'a de sens que s'il vient de la bouche de quelqu'un qui peut dire non, mais qui ne le dit pas. Quand les gens ont manifesté dernièrement en disant « touche pas à ma paix », ce que ça a suscité comme réflexion chez moi, c'est que, mais oui, une partie du peuple togolais a la paix. Quand vous voyez la plupart de ceux qui ont manifesté, c'est des ministres, c'est des fonctionnaires d'un certain rang, c'est des gens qui ont les activités économiques de ce pays entre leurs mains, et c'est des gens qui ont le bien-être dans le pays. Mais il faut que cette paix soit partagée. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Oui, c'est des gens qui ont tous ces biens-là, qui ont manifesté, qui ont dit « touche pas à ma paix ». Eux, ils ont la paix. Ils n'ont aucune raison de manifester. Ils n'ont aucune raison de protester. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. De l'autre côté, est-ce que les autres aussi ont la paix? Alors quand ils manifestent en disant « touche pas à ma paix », je dis oui, c'est symptomatique. Ils ont personnalisé la paix, ma paix. Or, nous avons besoin de la paix, c'est-à-dire une paix pour tous les Togolais. Nous avons besoin que la situation dans laquelle ils se trouvent et qui leur permet de ne pas avoir de raison de protester, que cette situation s'étende à tous les Togolais, que ça soit généralisé. Le jour où cette situation sera étendue à tous les Togolais, les autres aussi n'auront plus de raison de protester. Mais si nous n'étendons pas ce bien-être à tous les Togolais, les autres auront toujours les raisons de protester. Et c'est ce qui se passe actuellement. Des gens sont au pouvoir, ils sont tranquilles, ils sont contents, ils ont le bien-être économique, ils ont le bien-être matériel, ils ont les forces armées, ils ont tout avec eux. De l'autre côté, on a des gens qui n'ont rien. Dans ce pays, vous savez, si vous n'êtes pas adossé au régime, si vous êtes homme d'affaires, vous êtes mort. Vous n'aurez aucune affaire. Ou alors, si vous en avez, on vous détruira. On vous détruira. C'est ça le problème. Alors, est-ce que celui qui est dans cette situation, qui ne veut pas être avec le régime et qu'on asphyxie, qu'on étouffe, est-ce qu'on peut dire qu'il a la paix? Il n'a pas la paix. Il a des raisons de protester. Et à chaque fois que l'occasion se présentera, il va protester. Donc, voyez-vous, c'est très important de faire en sorte que le bien-être soit partagé. Les ressources de ce pays soient équitablement distribuées. Et surtout, quand les événements ont commencé, ce qui s'est encore passé, c'est qu'on a vu que certaines personnes qu'on considère comme étant des soutiens de tel parti d'opposition ou de telle personne de l'opposition, on a commencé à leur couper le contrat. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Si c'est comme ça que le Togo fonctionne, donc la paix, malheureusement, ne sera que ma paix pour certaines personnes et la non-paix pour d'autres personnes. Et du coup, à chaque fois qu'il y aura des occasions de protester, les autres vont protester. Alors, retour encore sur ces violences de ces derniers jours. Les mercredis et jeudi dernier, on a manifesté dans les villes avec, justement, vous l'avez dit, l'apparition pour la première fois. Des milices, c'est symptomatique de notre lutte. C'est symptomatique. C'est au Togo que l'on voit ça. À part les pays qui ont connu la guerre civile, par exemple, vous allez au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria, en Centrafrique, vous n'avez pas les pays qui sont normalement calmes comme les nôtres, où les gens ne sont pas en guerre civile, où les deux parties du peuple ne sont pas armées, eh bien, vous n'avez pas de milices. Et c'est seulement dans notre pays que les gens manifestent et puis les milices sortent et les milices sont couvertes. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et nous ne savons pas, mais nous sommes en train de préparer je ne sais pas, la destruction de notre pays. Que certains se disent, bon, ok, nous avons les armes, nous sommes soutenus par l'armée, l'armée c'est l'épine dorsale de notre pouvoir, et nous pouvons tout nous permettre. Il faut penser à demain. Demain, ce pays, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Si l'autre partie aussi de la population arrive à s'armer et à jouer le même rôle, nous serons dans quelle situation? C'est ça. Nous serons dans quelle situation? C'est extrêmement dangereux. Donc ça vous inquiète, vous, le défi de droits humains? Ça m'inquiète. Oui. Ça m'inquiète profondément. Ça m'inquiète d'autant plus que je crois que je suis passé dans tous les compartiments de la lutte pour mon pays et je sais ce que c'est que autoriser ces genres de choses. Autoriser des gens, des jeunes qui portent les armes, qui portent des gourdins, qui portent des machettes pour aller dire qu'ils sont en train d'assurer la sécurité d'un quartier où ils sont en train de briser les manifestations de l'autre côté, je sais ce que ça peut amener. Alors, cette interdiction de manifestation en semaine de la part du gouvernement, comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est pour préserver cette paix, la paix-là? Parce qu'il a été clair, vu les violences qui sont organisées à chaque manifestation, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est légitime que le gouvernement interdit justement ces manifs en semaine? Vous savez, je suis le rédacteur de la loi de 2011
sur les manifestations. Oui. C'est moi qui ai présidé la commission qui a rédigé cette loi et le gouvernement n'a pas changé un iota de cette loi. Il y a le professeur Kokoroko et le professeur Koda qui avaient fait, m'a-t-on dit, un projet pour le gouvernement. Le projet, nous l'avons trouvé vraiment liberticide, en tout cas en ce qui nous concerne, nous militants des droits de l'homme. Et moi, j'ai descendu les 28 ou 29 articles qu'il y a dedans en faisant l'analyse article par article. À la suite de ça, le ministre Bodiona m'a dit que le gouvernement souhaitait que j'aide à rédiger une meilleure loi. Et nous l'avons fait. Le président de la CNDH de l'époque, M. Kounté, le juge Kounté, était mon adjoint. Nous l'avons fait. Dans cette loi, il n'y a pas de possibilité d'interdire les manifestations d'une façon générale. La possibilité qu'il y a pour le ministre, c'est d'interdire les manifestations au cas par cas. OK? Les gens veulent manifester, vous trouvez qu'il y a insécurité ou bien qu'il y a des raisons de craindre qu'il y aura de l'insécurité, et puis vous interdisez. Mais prendre une disposition et surtout un communiqué de façon générale pour interdire les manifestations, ça, juridiquement, ça n'existe pas. Et la loi ne le permet pas. Puisque la loi que nous avons faite, elle permet, lorsqu'on interdit une manifestation, à ceux qui sont les manifestants de pouvoir faire des recours juridiques, des recours à des juridictions. Alors, si vous interdisez les manifestations d'une façon générale, comment se feront les recours? Ça n'existe pas. Donc, cette façon de faire n'existe pas. Je crois que c'est une erreur. C'est d'autant plus une erreur grossière et grave que c'est par un communiqué. Hein? C'est par une simple déclaration comme ça que le ministre a dit il n'y aura pas de manifestation dans la semaine. Je crois qu'il faut revenir à la bonne méthode. Laisser les gens demander les manifestations et puis évoquer les arguments qu'il faut pour les interdire. Ce serait mieux comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible dans un pays d'interdire des manifestations? Mais oui, c'est possible. Il n'y a pas de loi qui soit sans limite. Il n'y a pas de loi qui soit sans garde-fou, non, sans restriction. Il y a des restrictions. Lorsqu'il y a des raisons de penser que dans un pays, des manifestations vont dégénérer, vont entraîner des troubles, nécessairement, ceux qui sont les gouvernants ont le droit de les interdire. Ils ont la possibilité de les faire différer, de les interdire, de les réorienter dans leur parcours, mais tout ça là doit être fait conformément à la loi. Et les gens à qui on dit vous ne pouvez pas manifester, doivent avoir une décision motivée pour pouvoir faire un recours. C'est très important. Et qu'ils soient d'accord, justement, hein, parce qu'il était question des itinéraires. Donc, on ne veut pas, il doit y avoir une rencontre entre les ministres, enfin les organisateurs de la marche et le gouvernement. Et bien souvent, on ne s'entend pas, justement, sur les itinéraires donnés par le gouvernement, par exemple. Vous savez, tout ça, là, ça dépend de quelle disposition d'esprit les gens ont. Dans quelle disposition d'esprit les gens sont. Quand on est dans de bonnes dispositions d'esprit, quand le ministre ne donne, ou l'administration ne donne pas l'impression aux gens que c'est nous et puis c'est tout, nous on veut vous briser, nous on veut vous brimer, les deux parties peuvent s'entendre. Et quand l'opposition, ou du moins ceux qui veulent manifester aussi, ne donnent pas l'impression au pouvoir en place, eh bien, nous allons faire ce que nous voulons, vous ne pouvez rien, on peut s'entendre. Une manifestation, c'est une manifestation. Un itinéraire, on peut vous expliquer pourquoi l'itinéraire n'est pas bon. C'est un peu comme à un moment donné, des gens ont voulu faire des manifestations en marchant à travers le grand marché de Lomé. C'est complètement aberrant, c'est complètement inadmissible. On leur a fait comprendre, et puis finalement, les marches ont pu se tenir autrement. Aujourd'hui, on peut encore faire ça. Le problème, c'est que les gens sont tellement chauffés que la possibilité de pouvoir s'entendre, se comprendre est difficile. Alors, une marche sur le Parlement, une marche devant les institutions de la CEDEAO, c'est gênant? Non, quoique ça peut exister, ça peut exister. Les gens font tout le temps des manifestations vers des points de chute fixes. Okay? La seule chose qu'on évite souvent, c'est qu'on fasse des manifestations vers la présidence de la République, surtout dans notre sous-région, où la marche vers la présidence de la République, il y a 2 ou 3 ans, a entraîné le départ d'un chef d'État. Les gens sont frileux quand il s'agit de ça. Mais à d'autres occasions et dans d'autres pays, les gens marchent en allant vers la présidence de la République. Quelquefois, le chef de l'État sort pour les recevoir. Nous, c'est vrai, à l'époque, nous n'étions pas nombreux. En 90, le 10 octobre 90, quand on a chargé les avocats au tribunal de Lomé, le jour du 5 octobre, le 10 octobre, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons décidé de marcher pour aller à la présidence.
Non, je crois d'ailleurs que c'est le 5, là. Que nous avons marché pour aller à la présidence. Et le chef de l'État, Eyadema, nous a reçus. Il nous a reçus. On n'a pas dit non, c'est la présidence, donc vous ne pouvez pas venir. Non, on a marché pour aller à la présidence, une marche pacifique, pour protester. Et le chef de l'État nous a reçus, il a reçu nos protestations et puis il nous a présenté ses excuses. Vous voyez, ça peut arriver. Alors, 27 ans après 90, c'est comme si on est en train de revivre encore ces événements du 5 octobre. Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la contestation actuelle depuis le 19 août par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90 avec comme point de chute à l'époque le 5 octobre, c'est le même mouvement, c'est le même soulèvement, c'est la même colère, la même euphorie qui s'était emparée des gens à l'époque avec espoir de gagner plus d'espoir de liberté et de démocratie? Oui, c'est le même engouement, c'est la même euphorie, c'est la même ambiance, sauf que les conditions sont différentes. Aujourd'hui, on est dans un pays où les libertés sont admises, la liberté de manifestation est acceptée. En 1990, il n'y avait pas de liberté de manifestation, il n'y avait pas de liberté d'association, il n'y avait pas de liberté de parole, il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de journalisme indépendant, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de multipartisme. Donc, les choses ont changé aujourd'hui. Mais la dynamique est un peu la même et les raisons sont un peu les mêmes. C'est le ras-le-bol. C'est quoi? C'est le ras-le-bol. C'est le fait que les gens sont exaspérés, les gens sont fatigués d'être dans un pays où ils sont obligés de trimer tout le temps, où les mêmes personnes demeurent sous le seuil de la pauvreté pendant tout le temps, pendant que certains s'enrichissent énormément, pendant que certains peuvent tout se permettre, d'autres sont obligés de se contenter d'un repas par jour. Il y a ça. Il y a le fait qu'on a l'impression que malgré les mouvements de 90 pour la démocratie n'est jamais arrivée chez nous. Nous sommes pratiquement comme dans le même système, la même personne au pouvoir pendant un millénaire. Le même régime. Oui, la même personne au pouvoir, parce que le même régime était au pouvoir, mais aujourd'hui, c'est la même personne qui est au pouvoir. Ça va faire 15 ans bientôt pour le président Faure. Donc les gens considèrent que tout ça là, c'est trop. Surtout si le régime politique qui est en place et la personne qui est en place, les gens considèrent qu'elle est restée longtemps, mais qu'ils n'en tirent pas un profit. Vous savez, dans les pays, il y a eu des pays où des gens sont restés au pouvoir longtemps, par exemple en Côte d'Ivoire, le président Houphouët, mais tout le monde vous parle aujourd'hui du bienfait du président Houphouët. Senghor est resté au pouvoir longtemps. Pourquoi dans notre pays on n'en parle pas? Parce que, en même temps qu'on est au pouvoir, on ne cherche pas véritablement à offrir le bien-être aux populations. Si on leur offre le bien-être, les populations ne sont pas, surtout le Togolais, n'est pas prompt à manifester contre l'autorité s'il a son bien-être. Si chacun avait son bien-être, je crois que le mouvement de la fois dernière, au-delà des revendications pour les réformes politiques, il y a le fait que sur le plan social, les gens sont dans une situation difficile. Les gens souffrent, les gens en ont marre. Vous voyez? Et quand ils ont l'impression, en plus que ils en ont marre, ils sont dans une situation difficile, ils sont dans la misère, parce que le pouvoir politique qui est là ne fait rien pour arranger leur situation. Du coup, ils se disent, mais tant qu'à faire, dégageons cette personne, dégageons ce régime, et puis nous allons avoir le bien-être. Ce n'est pas forcément très sûr que dès qu'ils vont dégager le régime, le lendemain, ils auront le bien-être. Mais sur le champ, c'est leur réflexion. Donc il y a encore, le 5 octobre a un goût d'inachevé, donc ce qui était enclenché à l'époque, on n'a pas arrivé au terme du processus. Non, on n'est pas arrivé au terme. Vous savez très bien comment la transition s'est terminée. Personne, en 90, quand nous avons commencé ce mouvement, et notamment à la conférence nationale, ne pensait que le général Eyadema reviendrait encore au pouvoir en 93. Malheureusement, la transition s'est offerte armée bagage à un moment donné au président Eyadema, et puis il est revenu. Et comme lui, il est dans une conception spéciale du pouvoir du passé, il a continué à gérer le pays de cette façon. Si Eyadema, en 93, avait perdu le pouvoir, quelqu'un d'autre est venu, a respecté la Constitution, et puis Eyadema venait après, Eyadema n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire on n'aurait pas eu la modification de la Constitution en 2002, on n'aurait pas eu la situation que nous avons aujourd'hui. J'ai entendu la fois dernière, par exemple, un professeur à l'université, lors du colloque, dire, oui, c'était le 13 matin, dire, oui, la Constitution de 92, en fait, c'était un règlement de compte. Je me suis dit, quand vous ne connaissez pas quelque chose, mais posez des questions. Parce que ça, c'est complètement aberrant. La Constitution de 92 n'a pas été un règlement de compte. La Constitution de 92
a voulu éviter une situation de violation des droits humains, de pouvoir personnel que les Togolais ont vécu. Mais la constitution de 92 n'a pas été faite contre Yadema. Elle ne peut pas être faite contre Yadema. Parce qu'au moment où on faisait cette constitution, tout le monde savait que Yadema quitterait le pouvoir, qu'il ne pouvait plus revenir. À la conférence nationale où on a décidé des principes fondamentaux qui doivent gouverner cette constitution, de ce qui doit être dedans, du régime que nous voulons et tout, mais tout le monde était persuadé que Yadema ne reviendrait pas au pouvoir. Alors comment est-ce qu'on peut faire une constitution qui soit un règlement de compte contre lui? C'est-à-dire, il y a des choses que l'on dit quelquefois qui sont à la limite de l'ineptie et de je ne sais pas quoi dire, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous avons envie de plaire que nous pouvons tout dire. Quand j'ai entendu ça la fois dernière, je me suis dit, je crois que nos jeunes frères ne questionnent pas très bien l'histoire, n'apprécient pas très bien les choses avant de parler. Parce que ça n'a pas existé. Et c'est à cause de ça que quand les gens disent que la constitution de 92, qu'elle avait été faite contre Yadema, je dis non. D'abord, les choses qui étaient dans cette constitution que Yadema n'appréciait pas, Yadema a tout fait pour qu'on les enlève de la constitution. Et c'est seulement après cela qu'il a appelé à aller voter pour cette constitution. Et le discours qu'il a fait à l'époque, je dis les gens n'ont qu'à le prendre pour le lire. Si c'était un règlement de compte contre lui, si c'était une constitution qu'on a faite contre lui, mais Yadema n'aurait pas fait ce discours. Yadema, tout le monde le connaît. Ce n'est pas le genre de personne à qui tu peux imposer des choses facilement. Il a tout fait pour que il y a le terme tyrannie dans le préambule, ça ne lui plaisait pas. Il y a l'article 61 qui l'empêchait d'aller aux élections, ça ne lui plaisait pas. Un certain nombre de choses, il a demandé. Et on a fait une commission mixte paritaire. Et quand la commission a toiletté la Constitution, en tout cas, a enlevé ces éléments qui ne lui plaisaient pas, on lui a apporté, il était d'accord. Et c'est là où il a appelé lui-même d'abord les militaires et les anciens combattants à Kara pour leur dire que c'est une bonne Constitution et qu'ils doivent l'accepter avant de faire son discours le 26. Le 26 ou le 25, le vendredi 25, il a fait son discours pour appeler les gens à aller voter cette constitution. Alors, quand on vient me dire que la constitution de 92 est un règlement de compte contre quelqu'un, je dis, mais c'est extrêmement grave, c'est dangereux, tout simplement parce que, nous voulons plaire, nous voulons qu'on dise que c'est nous qui avons dit ça en faveur du régime. Il faut éviter ça. Il faut que les Togolais prennent le débat aussi bien politique, social et autres, de façon objective. OK? Aujourd'hui, on dit fort n'a qu'à partir. Le débat ne doit pas se poser en ces termes. Le débat devait se poser dans les termes nous voulons ceci, il faut que cela soit fait. Objectivement, qu'est-ce qu'on peut accorder à celui qui est au pouvoir et qu'est-ce qu'on peut lui refuser? En analysant, en tenant compte de l'intérêt général, on finira par trouver un terrain d'entente. On finira par trouver un terrain d'entente. Si Faure n'a pas bien conduit le pays, s'il n'a pas donné le bien-être qu'il faut, s'il n'a pas partagé comme il faut, s'il n'a pas fait punir ceux qui détournaient, on peut toujours discuter de ça et peut-être on peut trouver des solutions pour arranger. Et puis remettre en place ce qu'il a fait de bien. Comme j'ai dit pour Yadema lors de la rédaction de mon rapport général pour la conférence nationale, 24 ans, Yadema faisait 24 ans à l'époque. Et je disais, 24 ans ne peuvent pas être faits que de fruits mauvais. Et Yadema a fait des choses, en tout cas son régime a fait des choses qui sont de bonnes choses. Après, il faut qu'on ait la tête froide pour remettre chaque chose à sa place. Il faut donner César à César. Et quand on pose le débat de cette façon, l'autre a beau être opposé, il a beau être réfractaire, il finit par garder raison. C'est de cette façon que moi, en tout cas, au niveau du phare, avec mes collègues, nous avons réussi à convaincre Yadema d'accepter un certain nombre de choses qu'il n'aurait jamais pu accepter autrement. Voyez-vous? Aujourd'hui, il faut aussi savoir comment traiter avec ceux qui sont là et leur faire comprendre. Surtout, quand l'opposition n'a pas les armes de sa lutte. OK? Il faut faire le combat des armes dont nous disposons. Est-ce que l'opposition peut aujourd'hui faire renvoyer M. Faure Gnassingbé du pouvoir? M. Faure Gnassingbé a toute une armée avec lui. Vous dites que non, qu'il faut qu'il y ait son départ immédiat. Est-ce qu'on est capable d'avoir ça? Okay, il faut faire la politique de nos moyens, c'est important. Voilà, justement, peut-être faire rapidement la transition aussi vers le fond du problème. Cette question de retour à la Constitution de 92. Est-ce la solution? Alors, que contient justement cette Constitution pour faire changer les choses dans l'état où elles sont actuellement? La Constitution de 92 est une Constitution véritablement démocratique. Elle est très démocratique.
que l'on dise que bon, qu'elle peut avoir... Pourtant, certains pensent, l'opinion pense qu'elle n'est pas aussi très correcte. Hein, Non, non. Ils ne disent pas qu'elle n'est pas démocratique. Ils disent qu'il y a des imperfections. Oui. Ce qui est autre chose. Les imperfections, c'est quoi? Les imperfections que les gens trouvent dans cette Constitution, c'est par exemple quand la Constitution a mis 45 ans comme âge pour aller aux élections. Okay? Aujourd'hui, les gens pensent que c'est une imperfection. Au sortir de la conférence nationale, ce n'était pas forcément une imperfection. OK? La répartition des pouvoirs entre le chef de l'État et le Premier ministre, dans un régime semi-présidentiel. Les gens pensent que ce sera difficile si le Premier ministre vient de l'opposition et le chef de l'État n'a pas la majorité. Ce sera difficile. Dans tous les cas, le régime semi-présidentiel à appliquer en Afrique, c'est extrêmement difficile. Parce qu'à chaque fois que le président de la République et le Premier ministre ne sont pas du même bord, comme nous ne sommes pas encore très mûrs dans les principes démocratiques, la pratique démocratique, il y a des frictions. Oui. C'est tout à fait normal. Et c'est à cause de ça que l'APED, Association pour la promotion de l'état de droit, dont Jovi Gali était président et moi j'étais secrétaire général adjoint à l'époque, avait proposé à la conférence nationale qu'on aille plutôt à un régime parlementaire. Un régime comme en Allemagne, où le président de la République n'est pas élu au suffrage universel et c'est le Premier ministre qui est membre du parti majoritaire qui gouverne le pays en réalité. Bon, malheureusement, la conférence nationale n'a pas accepté. Donc, la constitution de 92 est une constitution véritablement démocratique. Tous les principes démocratiques. Et c'est une constitution, l'une des meilleures du monde en matière de principes des droits de l'homme. Tous les principes des droits de l'homme y sont inscrits. Tous les principes. Et puis, nous avons même fait inscrire tous les instruments des droits de l'homme que le Togo a déjà ratifiés ou qu'il viendrait à ratifier. Donc, c'est vous dire, ce dont le Togolais avait souffert le plus sous le régime Eyadema, même sous le pouvoir de Olympio, c'était les violations des droits de l'homme. Et lorsque nous sommes arrivés à la conférence nationale, cela a été la préoccupation fondamentale des délégués. Et on a mis ça. Donc, c'est une très bonne constitution, qu'aujourd'hui on lui trouve quelques lacunes. C'est tout à fait normal, toutes les constitutions ont des lacunes. Même les plus anciennes, la constitution américaine, la constitution française, la constitution allemande, ils ont des lacunes. Mais c'est à la pratique qu'on remarque les lacunes et qu'on rectifie le tir. On n'a pas appliqué notre constitution. Et Eyadema a refusé de l'appliquer. Avant de mourir, il a fait modifier la constitution qui a été vidée de sa quintessence véritablement démocratique. Aujourd'hui, quand on dit que non, que cette constitution a des lacunes, on se pose des questions. À partir de quelle pratique vous avez trouvé qu'elle a des lacunes, puisqu'on ne l'a jamais appliquée. Mais, globalement, c'est une constitution qui est très bien faite, sauf que la difficulté des relations Premier ministre, Président de la République dans le partage, la répartition des pouvoirs va se poser. Ça a été rectifié par Eyadema, en tout cas, il a changé beaucoup de choses là-dedans. Mais qu'on dise aujourd'hui de revenir à cette constitution, cela n'aurait pas été un problème si on n'avait pas deux partis antagonistes dont l'une veut, l'autre ne veut pas. Mais je vais vous dire, la demande de retour à la Constitution de 92, ce n'est pas de gaieté de cœur comme ça que les gens l'ont faite. Depuis 2006, il a été demandé par l'accord politique global de faire des réformes constitutionnelles. Et la base, c'est de revenir aux fondamentaux de la Constitution de 92. Le pouvoir a bloqué les réformes. Et en 2016, on nous a même dit carrément que l'APG est caduque. Et puis, on a mis en place entre-temps une commission pour aller demander aux gens quel type de réforme ils veulent. Mais les gens ont trouvé que, franchement, c'est une façon de les mépriser que de venir leur demander quelles réformes ils veulent. Alors que l'accord politique global a déjà précisé ce qu'il faut. Quand on vient leur demander cela, ils ont compris que c'est juste pour jouer la prolongation. Et puis de deux, que c'est une... Et c'est comme ça que, c'est de là qu'est sortie cette idée. Eh bien, comme vous ne savez pas quelle réforme nous voulons, nous avons déjà adopté une constitution à près de 98% ou plus de 90% des voix. Mais prenez-la nous, ramenez-la nous. C'est ça la réforme que nous voulons. Mais c'est comme ça que c'est parti. C'est légitime cette réclamation. Mais c'est légitime. La seule chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est envisageable de revenir à la Constitution de 92? Je crois qu'il y a un certain nombre de choses, même qu'on peut changer, 8 ou 10 articles qu'on peut modifier, et puis on est déjà revenu à la Constitution de 92, en tout cas aux fondamentaux de la Constitution de 92. On n'a pas besoin de reprendre texto la Constitution de 92, mais des éléments peuvent être pris et qui permettent totalement d'être dans l'idée
la pratique que veut la Constitution de 92. Hein. C'est comme ça que cette revendication est venue, c'est ça. Alors, il y a 25 ans, cette Constitution a été votée. La dernière fois, il y a eu un colloque d'intellectuels à l'université, justement, autour. Vous pensez que c'est opportun d'organiser ce colloque dans les conditions actuelles à sujet de cette Constitution? Je ne trouve pas que ce soit mauvais de réfléchir à une Constitution. L'année dernière, nous-mêmes, nous avons fait des manifestations en ce qui concerne la conférence nationale, oui, pour les 25 ans de la conférence nationale. Donc, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. La seule chose, c'est que on n'a pas eu l'impression que ce colloque nous ait apporté quelques solutions, que ce soit au problème que traverse le Togo. Vous savez, les intellectuels ont fait leur blabla habituel, ils ont discuté, et puis il n'y a pratiquement rien de concret qui permettent de dire demain que, bon, ok, les Togolais peuvent tirer une leçon ou bien peuvent tirer quelques éléments, que ce soit de ce colloque pour pouvoir régler leurs problèmes. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Sinon, un colloque, une réflexion d'intellectuels, des discussions académiques, c'est toujours une bonne chose. Ça apprend beaucoup aux uns et aux autres, surtout quand on essaie de faire des comparaisons avec d'autres pays. Donc ça veut dire que actuellement, pour trouver une solution à nos problèmes, il faut que cette Constitution revienne absolument? Non, non, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a un certain nombre de modifications qu'on peut faire et puis on reviendra aux fondamentaux de la Constitution de 92. On n'a pas besoin qu'on replaque aujourd'hui la Constitution de 92. Ben, il y a des points sur lesquels il suffit de revenir et puis on est dans l'esprit, okay, de la Constitution de 92. Peut-être même il y a certaines choses, en revenant sur ces dispositions, en les refaisant, on les améliorerait. C'est ça. Okay? On n'a pas besoin forcément. Mais c'est à force de dire qu'on ne sait pas quelle réforme il faut faire que les gens ont dit Constitution de 92. Et ils ont totalement raison. C'est ça. Ils ont totalement raison. Alors, la manière donc de faire cette réclamation, parce que de là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une nouvelle configuration de la classe politique. En 90, ce n'étaient pas les mêmes acteurs politiques. Il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu. Est-ce que cela peut aussi contribuer à la distribution de la situation et donc mener les Togolais vers le mieux-être qu'ils cherchaient depuis 90? Vous avez dit la manière dont... Oui. Et les réclamations sont faites, oui, les revendications sont faites. Oui. Est-ce que ça peut conduire à un mieux-être au bon port? Mais c'est sûr que si les revendications sont faites de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions, ça conduit nécessairement à bon port. Maintenant, si elles sont faites de manière à ce qu'il y ait des blocages, il y a des impossibilités de discuter, on n'aboutit à rien. Ça. On va dans la rue pour rien. Et moi, je n'ai pas envie que mon peuple aille dans la rue pour rien. Si le peuple va dans la rue, c'est un événement assez grave pour qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Si aujourd'hui les gens sont dans la rue et que demain ils doivent quitter la rue sans avoir eu de solution, vous imaginez ce que c'est? C'est une perte pour notre pays. Les gens accusent souvent cette récupération, n'est-ce pas, des politiques, hein, parce qu'on n'y pensait plus qu'avec les turpitudes de l'opposition, m'excusez, le peuple encore peut se ressaisir et se réveiller. Hein, depuis les manifestations de 2005, et voilà que le 16 août dernier, on est encore dans la rue pour faire des réclamations. Alors, la récupération politique de ces mouvements de masse, est-ce que ça contribue justement à l'amélioration de la situation de... Pourquoi vous parlez de récupération? Je ne sais pas s'il y a récupération, puisque c'est un parti politique qui a appelé les gens dans la rue. Donc il n'y a pas de récupération. C'est le parti politique qui a appelé... Le 5 octobre, il y avait un mouvement spontané. Il n'y a pas eu de mouvement spontané. Il y a eu des mouvements organisés, mais pas des gens que vous n'avez pas vus parce qu'ils ne sont pas des chefs de partis politiques. Il y avait des leaders de ce qui s'est passé le 5 octobre. Oui. Okay? Mais ce ne sont pas les partis politiques. Après, la CDP a essayé de récupérer, n'a pas pu, parce que nous détenons la manière dont les choses ont été faites. Ils ont essayé de récupérer en utilisant Logo de Souvi, qui n'était pas de leur parti avant le 5 octobre, qu'ils ont récupéré après pour dire que non, que c'est Logo de Souvi. Logo de Souvi, depuis la prison, que moi j'ai amené les avocats à les défendre, Logo de Souvi ne peut pas faire de mouvement depuis la prison. Et d'ailleurs, le jour où il était venu pour être jugé le 21 septembre, paix à son âme, quand vous voyez la manière dont il était ému et il pleurait, il ne peut pas depuis sa prison organiser quoi que ce soit. Nous avons dû mettre un certain nombre de cellules en branle, en dehors. Et les jeunes qu'on a utilisés le 5 octobre sont encore là. Beaucoup d'entre eux parlent aujourd'hui en disant comment le 5 octobre, ils se sont organisés pour venir après le 21 septembre. Le 21 septembre, le discours qui a été tenu, la plaidoirie que les avocats ont eue, la manière dont les choses ont été orientées, a permis aux jeunes de se dire, bon, nous pouvons et nous devons. OK? Et nous nous sommes organisés pour que ce jour-là, que ce verdict soit l'occasion de manifester à ce peuple ce qu'on était en train de faire et pour lequel on a arrêté mes amis.
C'était en août, contre le congrès du Monesto, qu'on devait faire des protestations et une démonstration. On n'a pas pu le faire, on a arrêté les gens. Et nous avons transféré le mouvement sur le 5 octobre. Mais que les gens disent que c'est faux. Mais aujourd'hui, c'est un parti politique qui a appelé les gens dans la rue. OK? Seulement ce parti politique a eu l'avantage d'avoir à sa tête un homme qui semblait être un homme neuf pour les gens. Un homme qui avait un discours qui était beaucoup plus conciliateur, beaucoup plus rassembleur. Et effectivement, quand il a lancé le mouvement, il a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. Vous avez vu que de l'autre côté, l'opposition classique, ou très classique, Fabre et son groupe, n'arrivaient plus à mobiliser. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a galvaudé les marches, les gens n'ont rien trouvé, et donc ils en avaient marre. De deux, il y a eu cette histoire de pas de réforme, pas d'élection, et puis ensuite, on fait les élections sans réforme, et ça a desservi ceux qui étaient en avant de la lutte. En plus, il y a le fait que les gens voulaient jouer toujours l'exclusif. On excluait toujours, on ne voulait pas rassembler. Alors, ce garçon a commencé à parler d'une façon que les gens ont trouvée mais très positive. Et c'était novateur pour eux. Okay? C'était nouveau pour eux, c'est ce qu'ils avaient envie d'entendre. Quelqu'un qui dit, on va agir pour tout le monde, on va faire pour l'intérêt général, on va faire pour le pays, pas on va faire pour moi. Et les gens ont suivi. Et le jour où il a lancé son mouvement, OK, dans ces conditions, on demande la constitution de 92, le vote de la diaspora et autres, les gens ont suivi. Donc il n'y a pas eu de récupération politique, c'est le politique qui a appelé. Maintenant, quand le politique a appelé, il n'y a pas que les gens qui voulaient la constitution de 92 qui sont sortis. Il n'y a pas que les gens de ce parti qui sont sortis. Une grande marée est sortie, poussée par le fait que les gens en avaient marre sur le plan social. Les gens en avaient assez. Il y avait un ras-le-bol sur le plan social. OK? Et tout ce monde-là est sorti. Tous ceux qui contestaient le fait qu'ils n'avaient pas un bon salaire, tous ceux qui contestaient le fait qu'ils sont dans la misère, tous ceux qui étaient contre le fait qu'ils sont au chômage, tous ceux qui étaient contre le fait que certains gaspillent les richesses de l'État, tous ceux qui étaient contre le fait que des gens volent, des gens détournent l'argent et puis on les prend d'un poste, on les met à un autre. Tous ceux qui contestent le fait que quand on fait une route, les gens veulent manger, bouffer 10 fois le prix de la route, tous ceux-là sont sortis dans ces mouvements. C'est tout cela qui est sorti. Et tout cela, justement, il faut que notre pays pense à régler. Alors, il y a 14 partis qui sont maintenant en coalition. Est-ce que vous avez espoir que cette coalition va mener à terme cette lutte qui a commencé depuis le 19 août? C'est ce qu'on aurait souhaité. Souhaiter que cette coalition... C'est pas la première fois qu'il y a cette première fois qu'il y a un vrai regroupement depuis les années 90, que ce vrai regroupement-là arrive à obtenir quelque chose pour les Togolais. Malheureusement, en chemin, le fait que les revendications fondamentales, les revendications de base de ce mouvement aient été dévoyées et qu'on a commencé à parler d'autres choses, notamment de départ immédiat de chef de l'État, au lieu de se cantonner aux réformes, eh bien, nécessairement, je ne crois pas que ça nous mène au bon résultat. Il faut revenir rapidement sur les pas. On a commencé déjà à croire que, bon, on est assez fort dans la rue et il faut rejeter la communauté internationale. Je crois que c'est des comportements extrêmement dangereux. C'est des comportements. Et c'est en ce sens, j'en appellerai à M. Tikpi Atadam, qui est le chef de la contestation actuelle. C'est lui le leader de la contestation. Il faut qu'il reprenne ce qu'il a demandé et qui a mis les gens dans la rue. Plutôt que de suivre des revendications qui n'aboutiront à rien du tout. Parce que cette revendication-là, l'opposition, la contestation dans la rue, n'a pas les moyens pour la faire aboutir. Le départ de Faure Gnassingbé, dans l'immédiat, il n'y a aucun moyen de faire aboutir aujourd'hui cette revendication. Nous n'avons pas une armée qui va, ou bien des forces de l'ordre qui vont réfréner devant la répression, comme au Burkina Faso. Nous n'avons pas une armée qui est assez républicaine pour dire au chef de l'État, écoutez, les gens sont dans la rue, ils manifestent, on ne peut pas tirer sur eux, quittez. Alors, il faut faire la politique de ces moyens. Ce que nous avons comme moyen, faisons-en la politique. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous risquons de voir le peuple sortir dans la rue et tout ça là soit juste du gaspillage. C'est très important. J'ai entendu M. Tikpi Atadam hier en appeler au chef de l'État français. Je ne suis pas sûr que si on continue d'injurier la communauté internationale, si on continue de dire que non, que nous ne voulons que le départ de Faure Gnassingbé, je ne suis pas sûr que le chef de l'État français va pouvoir intervenir. Mais si on revient
aux fondamentaux de ce mouvement, ce qui a poussé les gens dans la rue, le problème des réformes, je suis sûr que le président Macron et d'autres présidents occidentaux pourront intervenir. Voilà. Oui, il y a aussi que le président Faure se fait être le président en exercice de la CEDEAO, n'est-ce pas? Alors, ces organisations internationales, par le passé aussi, n'ont pas donné solution, n'ont pas aidé les Togolais à trouver solution à leurs problèmes. C'est pour ça que peut-être on n'a pas confiance en ces organisations. Vous savez, la communauté internationale est par excellence du côté des plus forts. Ça, l'expérience que moi j'en ai eue, après avoir travaillé avec des gens un peu à gauche, à droite, me conforte dans l'idée que la communauté internationale est toujours du côté des plus forts. Quand un régime lui semble stable, quel que soit le moyen par lequel il maintient la stabilité, on le laisse. En dehors des régimes contre lesquels les États-Unis ont une dent très lourde. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Occidentaux, comme le régime de Mugabe, qui était un régime stable. C'est un régime stable, mais on le conteste parce que les Occidentaux en ont après lui. Et ça, c'est une longue histoire. Il faut qu'on vous explique comment les Occidentaux en sont arrivés à en avoir après Mugabe, pour que vous compreniez. Sinon, quand un régime leur semble stable, même si c'est au bout de la baïonnette qu'on maintient la stabilité, la communauté internationale ne bouscule jamais. Elle bouscule le jour où elle a l'impression qu'il y a une force en face qui peut renverser ceux qui sont là. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure au Togo. Donc, il faut faire avec cette communauté, la mettre de notre côté, pour que le minimum dont nous avons besoin, elle nous aide à l'avoir. C'est ce que nous avons fait dans les années 90. Dans les années 90, nous avons mis la France et autres de notre côté, l'Union européenne de notre côté, tout en sachant que, c'était la CEA à l'époque, je crois, tout en sachant que la plupart de ces institutions soutiennent le général Eyadema. Nous les avons mis de notre côté. Nous avons réussi à contraindre le général, par la pression aussi bien nationale qu'internationale, à lâcher du lest. Aujourd'hui, les Togolais, ceux qui manifestent dans la rue, ceux qui sont les chefs de parti politique, ils ont quelle autre force? Quelle autre force? Lorsque vous n'avez qu'une arme pour aller dans une guerre contre des gens qui ont des milliers d'armes, faites en sorte que votre arme soit bien affûtée. La seule arme dont ils disposent en dehors de la rue aujourd'hui, c'est cette communauté internationale. Il faut que les nôtres la mettent de leur côté, qu'ils la mettent dans leur poche, pour que cette communauté... Mais c'est avoir un langage et des revendications qui soient acceptables par rapport à ces gens-là. Quand vous allez voir des gens, pour leur dire, des élections en 2015, M. Fabre a été aux élections avec Faure Gnassingbé, alors que les autres ont boycotté. Il n'a pas gagné dans les urnes contre Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, il dit dans la rue, Faure Gnassingbé n'a qu'à quitter. Mais les gens vont vous dire, moi j'ai rencontré des diplomates. Les gens vont vous dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez là? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sauf si vous avez la force, les moyens d'obtenir ce résultat. Et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe malheureusement par la force armée. Vous ne l'avez pas. Donc quand vous restez sur cette revendication, les gens comprennent que vous vendez des chimères à vos populations. C'est de l'utopie. C'est un mensonge. Et quand quelquefois vous avez ces genres de revendications, vous vous demandez si des gens n'ont pas des agendas cachés. Si des gens qui disent ça n'ont pas des agendas cachés. Moi, j'ai vu ça dans les années 90. À la conférence nationale, des gens nous ont dit qu'il faut absolument destituer Eyadema. Et vous savez, quand après, nous n'avons pas fait ça, nous avons appris ce qu'il y avait derrière, c'est Eyadema même qui avait poussé à ce qu'on le destitue pour arrêter la conférence. Donc il faut faire attention. Peut-être que parmi nous aussi, il y a des gens qui sortent des revendications et derrière, c'est le pouvoir même qui les aiguillonne pour bloquer le dialogue. Voilà. Parce que quand on dit nous ne voulons que le départ de Faure Gnassingbé et que le régime dit ils n'ont qu'à aller déclarer que ce n'est pas ce qu'ils veulent avant qu'on ne fasse des concessions. Vous voyez que tout est bloqué. Qui va aller dire en public, qui de ces leaders-là va aller dire aux gens ce n'est plus ce que nous voulons? Mais non. Le pouvoir doit normalement proposer un agenda de négociation. Un agenda de négociation qui n'intègre pas le départ de Faure Gnassingbé. Si l'opposition refuse, bon, le pouvoir peut avoir raison de dire, OK, j'ai proposé des discussions sur tout ce que vous voulez dans la rue, sauf ce qui n'est pas faisable, et puis les gens refusent. Mais nous ne le faisons pas. Donc, aujourd'hui, il faut que l'opposition, dans sa rencontre avec la communauté internationale, les diplomates, il faut qu'elle revienne à ce qui est acceptable. Ce qui est acceptable, c'est ce qui a commencé, c'est les revendications qui ont porté le mouvement du 19 août 2017. C'est acceptable et c'est discutable. Mais quand on dit
c'est le départ. Aujourd'hui, la seule chose qu'on veut négocier, si on s'assoit à une table, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Ils vont le faire par quoi? J'ai appris que lors des mouvements, d'un des mouvements, le chef de file de l'opposition est monté à Décon sur l'estrade pour dire je voudrais remercier tous les militaires avec qui j'ai parlé et je voudrais leur dire qu'il ne leur arrivera rien. Mais ça, c'est la pire aberration. À supposer que véritablement, il ait eu un contact avec certains militaires. Est-ce qu'il faut aller le dire en public qu'on a eu un contact avec les militaires? Si vous le dites, les militaires se retourneront immédiatement parce que vous aurez trahi ce que vous avez discuté avec eux. Même si c'est tout juste pour leur dire que non, que leur sécurité sera garantie, leur si comme il l'a dit, vous aurez créé un problème. S'ils avaient envie de vous suivre, ils ne vous suivront pas. À supposer qu'ils ne l'aient pas fait et que c'était juste pour faire du show, du populisme, comme les Togolais savent bien le faire, à supposer que c'est ce qu'il a fait, ça veut dire que si des gens avaient dans l'armée l'idée d'obliger le chef de l'État à partir, ils ne le feront plus jamais. Alors, à quel service est-ce que le chef de file de l'opposition a rendu à cette lutte-là dans ces conditions? Il faut qu'on revienne à ce qui est normal. On n'a pas les moyens d'une certaine politique, mettons ça de côté. Prenons la politique dont nous avons les moyens et puis allons, discutons-en avec la communauté internationale. Je suis persuadé que le président Macron interviendra si nous ne demandons que ces réformes-là et de la meilleure manière possible. Je suis persuadé que la chancelière allemande interviendra. Je suis persuadé que d'autres présidents interviendront. Et je suis persuadé que les présidents de la sous-région, qui pensent déjà que notre pays est le seul aujourd'hui où il n'y a pas d'alternance, ils interviendront. Mais si vous leur dites que non, que nous ne voulons que le départ immédiat de celui qui est au pouvoir, comment voulez-vous qu'ils viennent pour dire à celui qui est là, qui est leur collègue, allez dégager parce que votre population... Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Faisons la politique de nos moyens. Alors, autre revendication, c'est le vote de la diaspora. J'ai entendu dire que c'est l'opposition à l'époque qui avait refusé ce vote de la diaspora. Est-ce vrai? C'est possible. Je n'étais pas au Togo quand le vote de la diaspora a été refusé. Parce qu'au moment où on a rédigé la Constitution, moi, je l'ai porté à l'Assemblée, mais il n'y avait pas de vote de la diaspora là-dedans. Okay? Puisque j'étais chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Il n'y avait pas de vote de la diaspora là-dedans. Les discussions qu'il y a eu sur le vote de la diaspora, je ne sais pas. Mais on m'a dit que, à mon départ, Abdou Touré Chiaka, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait fait une sortie en disant, mais à l'intérieur, nous avons déjà des difficultés pour assurer une sérénité aux élections, pour avoir des listes électorales qui ne soient pas des listes truquées, pour avoir des élections qui ne soient pas des élections truquées. Et vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons pouvoir le faire au niveau de la diaspora? Nous ne pourrons pas. Donc, il a dit, niet, on n'ira pas là. Maintenant, quel est le parti d'opposition qui, à l'époque, est intervenu sur le même sujet? Je ne saurais vous le dire. Voilà. Et dans l'état actuel, est-ce que ce vote de la diaspora peut être organisé, puisque les raisons évoquées à l'époque, si c'était le cas, est-ce que ces problèmes sont résolus pour qu'il y ait un vote vraiment... Ces problèmes n'ont pas besoin d'être totalement résolus. Il faut essayer d'engager. Les pays le font. Il y a plusieurs pays de la sous-région qui font le vote de la diaspora et qui n'ont aucune difficulté. Si nous aussi, nous faisons les choses dans l'intérêt général en nous organisant, nous pourrons le faire. Si nous avons commencé en 92 à faire le vote de la diaspora, aujourd'hui, on serait très loin. On serait très loin. On aurait eu une expérience, on aurait appris à corriger les listes, on aurait appris à éviter les fraudes, et on serait très loin. Vous savez, on n'a pas commencé. Il faut qu'on commence un jour. Il faut qu'on commence un jour. Ce n'est pas tant le fait que l'opposition ait rejeté cela en 92 qui compte. C'est le fait qu'on puisse le faire à partir d'aujourd'hui. Oui. Mais dans l'état actuel des choses, est-ce qu'une discussion, un dialogue est encore possible entre l'opposition et le gouvernement? Je pense que le dialogue est possible si les deux parties ont en vue l'intérêt de ce pays. Si s'arc-boutent sur leurs intérêts personnels, partisans, des intérêts sectaires, eh bien, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Mais si les deux groupes, les deux partis qui se font face tiennent compte ou bien veulent l'intérêt de ce pays, mais il y a une possibilité de dialoguer. Et je disais dernièrement sur une chaîne que je trouve dommage que depuis le début de ce mouvement, le chef de l'État n'ait pas parlé, qu'il n'ait pas tendu la main. Et je regrettais qu'à l'époque de son père, c'est ce qu'il savait le plus faire. Okay? Il faut donner à César ce qui est à César. Yadema savait, quand il y avait une situation aussi difficile, tendre la main. Yadema ne peut pas voir brûler son pays sans rien dire. Aujourd'hui, les gens parlent du chef de l'État en disant « mais il se comporte comme Néron, il va brûler son pays, il ne dit rien ». Mais non, il faut que le chef de l'État fasse
un pas. Il est important qu'il parle. C'est lui qui est la personne la plus élevée, dans le grade le plus élevé parmi tous ceux qui se font face aujourd'hui. C'est lui qui est le premier responsable de ce pays. C'est lui qui est le garant de la sécurité, le garant de l'intégrité territoriale, le garant de la Constitution, le garant de l'intégrité de chacun des citoyens en réalité. C'est lui, puisqu'il est le magistrat suprême. C'est lui. Il faut qu'il parle. Et normalement, il faut qu'il parle. Et normalement, il faut qu'il appelle les autres à négocier. Il n'a pas forcément à aller leur mettre sur la table, je veux discuter de mon départ. Il propose un agenda, et si les autres refusent, il pourra leur dire, mais il pourra nous dire à tous les Togolais au monde entier, j'ai proposé un agenda, ils ont refusé. Voilà l'agenda que j'ai proposé, ils ont refusé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler du chef de l'État. Il n'a fait aucune proposition concrète à déposer sur la table pour dialoguer, pour discuter. Il n'a appelé aucun de ceux qui sont en face de lui, et on a l'impression que notre président de la République, les gens qui meurent, le pays qui brûle, ça ne le gêne pas. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement grave. Hein? Aussi bien au Togo qu'à l'étranger, les gens le disent. Moi, j'ai des amis qui m'écrivent sur des emails, sur WhatsApp, des étrangers qui disent, mais comment, c'est pas imaginable. Dans aucun pays, ça ne se passe comme ça. Et à ce niveau de la crise, on a besoin d'une médiation forcément, ou bien est-ce qu'on peut s'entendre en togolais? Puisque les deux parties ne s'entendent pas et que le chef de l'État, le premier responsable du pays, ne fait pas la main tendue vers les autres pour dire, écoutez, même si vous me contestez, venez, on va s'asseoir pour discuter, eh bien, on a besoin de médiateurs. Parce que les deux parties semblent braquer, chacun dans son camp, dans l'autre camp. Moi, j'ai dit la fois dernière que nous serons encore prêts à faire ce que nous avons fait en 2014, si les partis acceptent cette petite la médiation togolo-togolaise que nous avons faite. Nous serons prêts à remettre ça sur le tapis. Voilà. Schéma de sortie de crise, si vous en avez? Hein? Oh, le schéma de sortie de crise que je vois, c'est que les réformes soient faites et soient faites de façon très sincère et franche, et mises en application immédiatement. Si ça vient, je crois que le climat va se calmer. Et le deuxième aspect va être que le chef de l'État trouve les moyens de régler les problèmes de ce pays. Et de ne pas donner l'impression qu'il ignore les Togolais ou que les Togolais ne sont pas entendus. De faire tout pour que ce ne soit pas dans la rue que les gens lui demandent de faire le bien-être pour son peuple. Le peuple togolais, quand on gouverne un pays, on n'a pas besoin que des gens soient dans la rue avant d'offrir du bien-être à ses concitoyens. C'est pour ça qu'il est là. Il gouverne le pays pour les citoyens, pas pour les gens qui l'entourent et puis qui s'accaparent tous les biens du pays. Il gouverne le pays pour les citoyens togolais. Et il doit tout faire pour garantir le bien-être pour ces citoyens togolais. Il doit pouvoir faire ça. Parce que si on règle les problèmes politiques aujourd'hui, les réformes, mais que les gens ont toujours l'impression qu'ils croupissent dans la misère, demain on verra encore des gens dans la rue. Que dire aux partis de la coalition? Non, les partis de la coalition, je crois que j'ai assez largement parlé à eux. Hein. Il faut qu'ils reviennent à ce qui est acceptable. Aux fondamentaux de la lutte qui a commencé le 19 août. Il faut qu'ils fassent la politique de leurs moyens et il faut qu'ils aient une stratégie. On a encore l'impression cette fois-ci que l'opposition n'a pas de stratégie, qu'il n'y a pas de plan B. Et qu'une fois qu'on a eu la tête dans le guidon, c'est fini. On a oublié et on va droit dans le mur, on n'arrive pas à dévier. C'est très important. Et surtout, que ceux qui ne jouent pas les extrêmes dans cette coalition aient le courage de leur opinion et de leur position. Qu'ils ne se cachent pas derrière ceux qui veulent jouer les extrémistes en se disant « oui, si nous disons quelque chose, on va nous le reprocher ». Non. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. L'histoire retiendra qu'ils ont pris leurs responsabilités. C'est très important. C'est cela. Voilà. Et les manifestations, puisqu'on a l'impression que maintenant, pratiquement chaque semaine, hein, il y a 2 jours de manif. Oui, c'est ce que je disais. Il ne faut pas non plus tirer sur les cordes n'importe comment. Les gens ne peuvent pas aller au marché quand on fait des manifestations. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Les émigrants qui sont la plupart de nos jeunes désœuvrés ou alors des jeunes diplômés mais qui n'ont pas d'activité ne peuvent pas travailler. À un moment donné, ça peut se retourner aussi contre ceux qui appellent aux manifestations. Parce que je suis prêt à faire les manifestations 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 fois, je n'ai plus de moyens, je n'ai pas d'argent dans ma poche. J'ai besoin d'aller travailler, je ne peux pas aller travailler. Eh bien, je vais me retourner contre ceux qui appellent aux manifestations. Ça aussi, c'est dangereux. Donc, il faut savoir raison garder
et utiliser toutes les armes dont on dispose avec mesure. Si on ne les utilise pas avec mesure, on risque d'aller à l'extrême. Vous savez, je rappelle souvent quelque chose aux gens. La grève générale illimitée de 92. La grève générale illimitée de 92. Vous savez, on a fait ces 8 mois ou ces 9 mois de grève sans rien obtenir, alors qu'on a dit aux gens que Yadema va démissionner si on fait la grève. Quand Yadema n'a pas démissionné, les gens sont revenus, ils ont perdu leur boulot, leur commerce a périclité, ils ont perdu la vie de leurs enfants, des gens ont été blessés, des gens sont restés en exil, et bien ils se sont retournés contre l'opposition, et notamment contre le professeur Léopold Ninevi, en disant, mais il nous a conduits dans le chaos. Si aujourd'hui, ceux qui sont dans la coalition n'arrivent pas à faire en sorte que ce mouvement aboutisse, et si ce mouvement doit détruire la vie de plusieurs personnes sans rien donner, on risque d'avoir exactement la même chose. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens sont découragés, les gens en ont marre, contre vous, qui les appelez aux manifestations, et demain, quand vous les appelez, ils n'iront pas. Donc, dans toute chose, il faut mettre un équilibre. Et ça nous manque. Ça nous manque, il faut mettre un équilibre. Moi j'ai fait les manifestations dans les années 90, je les ai dirigées, j'ai été la cheville ouvrière, le point focal de tout ce qui s'est passé en 90, 91, mais à chaque fois que les gens ont voulu me déborder, je leur ai dit non. Je suis allé dans la rue pour parler aux gens. Quand, dès le départ, le premier jour, les gens ont commencé à chanter, on les voyait, tout ça, je suis allé dans la rue. Et je leur ai dit non, notre mouvement n'a pas ce sens-là. Je leur ai demandé, mais combien de Kabyé voyez-vous qui soit avec Yadema ou qui ait mis Yadema en place? Regardez autour de lui. Les Kotivi la clé, les Edem Kodjo, les Mivedor et autres. Ils sont Kabyé. Vous n'allez pas me tenir ce langage-là. Vous n'allez pas avoir ces chansons-là dans la rue. Les gens ont voulu me lyncher à baie. J'ai résisté. Je leur ai dit, c'est comme ça. Je vous ai appelé pour des mouvements. Je voudrais que le mouvement respecte les règles. Le Kabyé souffre dans ce pays autant que l'Évé, que le Mina, que l'Ana, que la Kosso. Il souffre autant que le Kotokoli, le Tchokosi, des agissements du régime. Alors vous vous élevez contre ces gens-là, pourquoi? C'est des Togolais comme tous les autres. Et les gens m'ont entendu et ils ont arrêté. Il faut être capable, quand vous êtes à la tête, vous êtes leader, de vous imposer comme leader. Quelquefois, les gens vont vous contester dans l'immédiat, mais le lendemain, ils se rendront compte que c'est vous qui avez raison. C'est très important. Il faut recadrer, soit tous ces manifestants. Parce que comment est venue cette histoire de départ immédiat de Fort? C'est certains manifestants qui ont dit ça au moment où les gens marchaient. Et puis, c'est fini. Le leader est parti suivre. Attends, j'ai mes brebis, je suis le berger. Je deviens après la brebis pour les brebis. Moi, le berger, je deviens la brebis pour les brebis, mais non. Le leader, c'est celui qui a l'idée pour diriger, pour amener vers. C'est pourquoi on l'appelle leader. C'est lui qui dirige. Ce n'est pas lui qui se fait diriger. Que les gens disent ça, ok, on a entendu. Vous leur expliquez, ok, on a entendu. Mais restons à ce que nous demandons. Avec ça, nous allons faire partie Fort Gnassingbé. C'est simple, c'est la foule. Mais lorsque vous dites aux gens, parce que les gens ont dit, nous voulons si vous sortez. Donc si les gens disent demain dans les mouvements, nous voulons que le pays brûle, allez, on va brûler le pays. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc il faut que les leaders jouent le rôle de leader et surtout qu'ils savent faire l'équilibre pour permettre que le pays obtienne ce dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire ces réformes et leur application dans l'immédiat. Mais des derniers mots pour clôturer cette émission? Non, mon dernier mot, je crois que je l'ai déjà dit. Et je rappellerai tout simplement au chef de l'État, j'en appelle à lui, au président Fort Gnassingbé, il gouverne le Togo. Il ne gouverne pas l'opposition, il ne gouverne pas la rue. Les Togolais manifestent dans la rue. Il doit entendre le cri de ces Togolais qui ne sont pas de son bord, qui veulent la paix autant que ceux qui sont de son bord veulent préserver leur paix à eux. Il faut qu'il fasse en sorte que la paix devienne un bien partagé par tous, que la paix ne soit pas seulement pour les gens de UNIR qui disent dans la rue ne touchez pas à ma paix, mais que tous les Togolais puissent dire demain ne touchez pas à notre paix. Et à l'opposition, je voudrais dire qu'il est temps. Il est temps de recadrer le débat et de faire en sorte que des discussions puissent avoir lieu avec le pouvoir et que des solutions soient trouvées. Mais pour que ce dialogue ait lieu, c'est, je le pense encore, le chef de l'État qui doit être celui qui doit donner le ton. Vivement que votre message soit entendu par les deux parties. Merci à mes téléspectateurs pour cette édition de Rencontre et Échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de réflexions. Au revoir et à très vite.